Salut, je te fais une petite introduction avant de passer au gros de la vidéo parce que ça va être nécessaire pour la compréhension. Cette vidéo-là, en grande partie, c'est un cours que j'ai donné à des BPGEPS. Tu sais, c'est un diplôme en fait, le diplôme basiquement de coach sportif, même s'il y en a d'autres qui peuvent être qualifiants, mais disons que c'est celui que tous les coachs ont en salle, parce que j'ai proposé à mon ancienne formation de devenir intervenant sur ce sujet-là en particulier, l'esprit critique et l'éducation sportive. L'idée, c'est tout simplement d'éduquer les futurs coachs à être capables de faire face aux mythes qui jonchent notre industrie. Et donc j'avais envie de le partager aussi sur ma chaîne YouTube. En revanche, comme c'est un cours pour lequel les élèves ont payé, je ne l'ai pas mis en entier sur YouTube parce que je trouve que c'est pas cool et c'est pas réglo. Donc voilà, mais j'ai fait le maximum et je pense que peut-être pas l'essentiel, mais au moins une grande partie des informations passent dans le bout que j'ai publié là maintenant. Tu vas voir, c'est pas comme d'habitude sur la chaîne, hein. Le rythme est plus lent, c'est un vrai cours et du coup je t'invite tout simplement à le mettre en x2 ou x1,5, bref, à accélérer le rythme et peut-être à décoller les yeux de ton écran, faire quelque chose en attendant parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'informations visuelles non plus. Et avant que ça commence, histoire que tu n'oublies pas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à t'abonner, c'est ça qui m'aide. Sinon, tu peux lâcher une petite pièce sur Utip ou Tipeee, c'est apprécié. Il y a le Discord et mon Instagram où je publie des trucs régulièrement et où je peux discuter avec toi. Voilà, tous les liens sont en description. On passe à la première vraie diapo. D'abord, j'ai essayé de scinder ça en quelques types de biais, d'accord? Donc, le premier biais, c'est celui des raccourcis, d'accord? Donc, l'idée, c'est que quand on te dit, quand tu apprends des notions physiologiques, d'accord? Quand tu apprends des choses, etc., tu vas avoir vite tendance à ensuite interpréter le monde d'une façon tel que tu veux un peu tout faire coller à ce que tu as appris en physiologie, comme ce que tu viens de dire. Et notamment, tu vas avoir ce type de problème-là, c'est par exemple, il ne faut pas faire dépasser les genoux devant les pieds quand on fait des squats. Bon, ça, c'est un problème de raccourci, en fait, selon moi en tout cas. L'hypothèse probable de pourquoi est-ce qu'on continue à le dire dans les salles de musculation, c'est que on remarque que les gens qui ont un décollement des talons, en fait, ils ont aussi une mauvaise forme de façon générale. D'accord ? Ils ont en fait tendance à avancer les pieds quand ils décollent les talons. Vous voyez ou pas l'idée ? Avancer les pieds, pardon. Avancer les genoux quand ils décollent les talons. D'accord ? Et donc, du coup, comme ils ont les talons qui se décollent et qu'ils ont une mauvaise forme et que dans cette mauvaise forme-là, il y a le genou qui avance au-delà du pied, par raccourci, on a dit aux gens, essayez de ne pas faire dépasser les genoux devant l'avant du pied. Parce que comme ça, en fait, ça corrigeait un tas d'autres choses, mais ça fonctionne uniquement si on a repéré et qu'on explique un petit peu à la personne qu'il faut qu'elle fasse attention à sa forme. Et ça ne marche pas dans tous les cas. Si la forme est très très bonne, par exemple, qu'il a les talons bien au sol, que tout est correct et qu'il fait un squat plutôt resserré, ses genoux vont naturellement aller à l'avant de ses pieds, en fait. Et ce n'est pas un problème. Mais comme on a fait du symptôme la cause, on continue à dire des choses qui sont fausses. Et notamment, on a vérifié ça. Voilà, je vous le dis pour votre culture personnelle. Le fait que les genoux dépassent, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'en fait, oui, ok, l'augmentation de la charge sur les genoux va être un petit peu plus conséquente, mais si on ne le fait pas, si on vraiment se force à garder les genoux derrière l'avant des pieds alors qu'on aurait tendance à vouloir les mettre devant, on va se retrouver en fait à avoir une charge sur le bas du dos qui va être augmentée par 3000%. Alors je dis le chiffre complètement au hasard, hein, mais du coup, c'est beaucoup plus dangereux pour le bas du dos. Donc en vrai, il vaudrait peut-être mieux laisser les gens en fait mettre leurs talons devant tant qu'on leur explique qu'ils ont une bonne forme. Ok, vous suivez ? Ok, super. Désolé, je ne peux pas vous voir, donc c'est très perturbant en fait de parler à mon écran. mais j'essaye, d'être le plus compréhensible possible. Deuxième chose,
on a par exemple dans ce biais des raccourcis-là, le fait par exemple que les machines ne sont pas fonctionnelles. Eh bien, ça, c'est aussi un raccourci, dans le sens où, oui, effectivement, c'est moins fonctionnel de faire des machines que de faire de l'haltérophilie ou des choses comme ça. Cependant, il faut parler de contexte, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une... Là, j'ai pris l'exemple, je l'ai expliqué sur la diapo, mais je pense qu'il est bien parlant. Quand tu vas avoir une mamie de 75 ans qui arrive à la salle de muscu, et puis elle a des problèmes, elle a peu de force, on va dire, parce qu'elle a été sédentaire toute sa vie, elle a peu de force dans les jambes, et du coup, ben, elle risque, en fait, on sait hein, que les personnes âgées, elles ont des soucis de stabilisation, comment dire, d'autonomie, etc., et qu'elles risquent en fait de faire des chutes qui peuvent potentiellement amener à des conséquences graves à cause de l'ostéoporose, etc. Bon, ben, si cette mamie-là, tu la mets à faire de l'haltérophilie directement, en lui disant « mais c'est ça qui est fonctionnel », tu penses sérieusement que ça va être génial et qu'elle va réussir à faire de l'haltéro directement et qu'elle risque rien? Enfin, je sais pas pour vous. Hein. De quoi? Qu'est-ce que tu appelles fonctionnel? Ben justement, c'est ça qu'il faut définir après derrière. Fonctionnel, c'est ce qui permet de favoriser la fonction. C'est-à-dire, par exemple, la fonction des... moi, en tout cas, ce que j'ai tendance à appeler fonctionnel, c'est ce qui va t'aider à fonctionner mieux dans ta vie de tous les jours. D'accord? Et donc, du coup, est-ce qu'elle ne va pas gagner? C'est très bien, ça fait une bonne transition. Est-ce qu'elle ne va pas gagner en fonction quand on lui fait faire de la leg extension? Si elle a des quadriceps qui sont un peu plus entraînés. Et après, peut-être que potentiellement, plus tard, tu pourras arriver à lui faire de l'haltéro. Mais est-ce que du coup, les machines, leg extension, leg curl, abducteur, adducteur, etc., seront pas un bon moyen de lui faire en fait du muscle qui sera du coup fonctionnel pour sa vie de tous les jours? Alors évidemment, de quoi? C'est une bonne transition, quoi. Exactement. Et donc du coup, dire les machines dans l'absolu ne sont pas fonctionnelles, tu peux pas vraiment le dire en fait. C'est pas vraiment le cas. Et pour le coup, le côté de la fonctionnalité aussi, j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est pour une mamie, ça va être la fonction dans la vie de tous les jours, mais peut-être que pour un athlète, ce sera la fonction dans son sport de prédilection. C'est pour ça aussi que c'est très important de définir fonctionnel et tu as bien fait de le faire remarquer. Ok? Du coup, on retient ça, le plus important dans cette diapo-là, c'est de bien avoir saisi le principe de raccourci. C'est pas parce que... il faut toujours définir le contexte, en fait. Sinon, dès le moment où tu fais des raccourcis, tu perds de l'information. Et quand tu perds de l'information, tu te retrouves à colporter des idées reçues, ce qui n'est pas le top. Voilà. Gardez toujours en tête le contexte. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, par rapport à ça? Non? Ça va? Donc, je passe au biais suivant. C'est celui-là encore assez facile à comprendre. Ah oui, non, pardon. J'avais fait un deuxième cercle parce qu'il y en a pas mal des premières phrases là-dedans. Donc, par exemple, les hip thrusts sont bien meilleurs que les squats pour faire grossir les fessiers. Bon, ça, c'est aussi un raccourci. Parce qu'en fait, il y a eu des études EMG qui ont été menées sur, je suppose que vous connaissez tous l'exercice. Vous voyez ma souris ou pas? Ouais. Ok. Je suppose que vous connaissez tous l'exercice du hip thrust. Ah ouais. Et celui du squat, il n'y a pas besoin de préciser. Mais du coup, on avait une meilleure activation EMG des fessiers, d'accord, quand on faisait du hip thrust. Pourquoi? Je vais vous le dire là, comme ça, au moins vous le saurez. C'est que en fait, c'est un exercice qui fait avoir le maximum de tension, on va dire, au niveau des fessiers, quand ceux-ci sont les plus raccourcis. D'accord? Et donc, quand un muscle est naturellement raccourci, toutes les fibres musculaires sont activées. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup plus en tout cas de fibres musculaires qui sont activées, parce qu'en fait, pour être raccourci, il faut bien que toutes les fibres soient raccourcies. Alors que quand tu es étiré,
bah, toutes tes fibres n'ont pas besoin d'être étirées. C'est quelque chose une grandeur physique, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et donc, du coup, dans l'idée, eh ben, comme on était obligé d'activer toutes les fibres pour avoir ce raccourcissement-là au moment où la force était au maximum, eh ben, on avait une grosse activité EMG parce que le cerveau disait, grosso modo, activer toutes les fibres. Mais une grosse activité EMG, ça ne veut pas dire avoir une bonne tension sur les fibres. Et c'est la tension, j'espère que je ne vous perds pas là-dessus, mais c'est la tension qui fait qu'on a le grossissement musculaire. Donc en fait, pour vous faire ça plus simple, l'EMG, l'activation musculaire, c'est même pas de l'activation musculaire, l'EMG, mais on va pas parler de ça maintenant, ça pourrait faire l'objet d'un cours complet. L'EMG, ça ne veut pas dire avoir plus d'hypertrophie. Ça ne veut pas dire avoir plus d'hypertrophie, c'est faux quand on vous dit ça. Donc, en fait, on a eu cette idée reçue qu'il y avait plus de grossissement des fessiers quand on faisait du hip thrust, mais c'était lié à ça. C'était un raccourci. Et en fait, il y a une étude qui a été menée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, il y a une étude qui a été menée récemment, d'accord ? Une étude qui a été menée récemment là-dessus, et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un grossissement quand on ajustait le poids des fessiers et des quadriceps qui étaient de 2% et de 4% quand on faisait des hip thrusts, et de 12% pour les quadriceps et 9% pour les fessiers. Donc les squats explosent les hip thrusts. Après, comment dire, on peut, si on regarde ça d'un point de vue relatif, on se dit oui, mais il y a eu 2 fois plus de grossissement des fessiers que des quadriceps. Donc si je veux avoir des gros fessiers sans avoir des quadriceps, on peut utiliser le hip thrust. C'est vrai. Mais dans l'idée, pendant de nombreuses années, les gens ont juste cru que le hip thrust était meilleur pour faire grossir les fessiers que les squats. Ce qui n'est pas vrai quand on le constate sur le terrain. Et pour éviter ça, moi, je vous conseille vraiment de ne pas tirer des conclusions sans avoir eu la preuve. C'est pas parce qu'il y a quelque chose, en fait, qui est censé fonctionner que ça va fonctionner vraiment. Donc, on y reviendra plus tard, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment décortiquer une étude scientifique. Mais en gros, attardez-vous plutôt sur les résultats des études quand elles ont été menées sur vraiment les conditions réelles du terrain. Voilà. Et enfin, les polyarticulaires lourds font prendre plus de muscles que de l'isolation. Et je parle bien du même muscle et pas de l'ensemble du corps. D'accord ? Ça, on a tendance à croire que ça fonctionne bien, qu'on va avoir beaucoup plus de gains si on fait, par exemple, du développé couché lourd que si on fait du chest fly. Hein, si on fait comment on appelle ça, des écartés couchés. Voilà, écartés couchés. Merci. Désolé, j'ai un peu trop tendance à lire de l'anglais en ce moment. Je suis reclus chez moi. Et du coup, les polyarticulaires lourds, en fait, ils font pas forcément prendre plus de muscles parce qu'ils ne génèrent pas forcément plus de tension. Ils vont, évidemment, que quand tu vas prendre plus lourd, tu vas avoir plus de tension, mais répartie sur tous les muscles. Et dans un polyarticulaire, tout le monde sait bien ce que c'est un exercice polyarticulaire. Hein ? Oui. Ok. Non, mais des fois, je ne pense pas à définir les termes. Arrêtez-moi s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas. Vraiment en plein milieu. L'extension ? Oui, voilà, exactement. C'est ça. Et donc, du coup, les polyarticulaires, la charge va être répartie sur tous les muscles. Il y a beaucoup plus de muscles, en fait, qui vont travailler. Donc, ça va pas générer plus de tension locale sur ton muscle que si tu fais de l'isolation. Voire quelquefois, tu vas plus générer de tension sur ton muscle quand tu fais de l'isolation parce que justement, tu n'arrives pas à l'isoler. En gros, tous les muscles autour vont prendre sa tension parce que c'est un point faible. Donc, faut pas croire que les polyarticulaires lourds font prendre plus de muscles sur chaque muscle. Oui, dans l'absolu, parce qu'on va stimuler tous les muscles, mais pas en relatif. Ok ? Bon, je suppose que c'est assez clair. J'ai un petit peu forcé sur le sujet, donc comme ça, vous comprenez un peu ce que je veux dire par là.
On va passer à la suite. Il me semble qu'on passe à un autre, même si je suis plus sûr du coup. Ok, voilà. Alors là, c'est un terme qui est très général, d'accord. Enfin, très général, plutôt compliqué à comprendre. L'élucubration théorique, en gros, c'est quand tu sais pas tout, mais que tu juges un peu vite. Ok. C'est quand tu penses que ça fonctionne à peu près comme ça, ben ça peut être une autre source de mythe dans le. C'est un préjugé, quoi. Ouais, exactement. C'est un préjugé en fait. Ça reste assez proche. Hein. Toutes les grandes causes de croire des mythes restent assez proches. Hein. Faut pas croire. Mais j'ai essayé de les diviser en catégories pour que ce soit plus facile à comprendre. D'accord ? Par exemple, les courbatures qui sont causées par l'acide lactique. D'accord ? Alors, tu as beaucoup de gens qui ont pensé pendant des années que les courbatures étaient causées par l'acide lactique. Or, on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure des années, que non, ce n'était pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'ils... Mais, bon, super, on est dans la continuation. Mais pourquoi ils l'ont pensé ? Parce qu'en fait, ils avaient des super explications, des super modèles pour te dire, oui, c'est de l'acide, donc ça provoque des blessures, donc c'est pour ça, en fait. Mais sur le terrain, ce n'était pas le cas. Quand la théorie ne correspond pas à la pratique, alors il faut ajuster son modèle. C'est pas pour autant qu'à l'époque, c'était des idiots, c'était des scientifiques qui pensaient ça. C'est juste qu'il n'y avait pas eu assez de tests là-dessus. Donc, quand tu pars d'une vérité physiologique pour expliquer des choses, il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment prendre des pincettes. Même quand tu es un scientifique, donc encore plus quand tu es un coach sportif. Et pourquoi est-ce que... Le biais de la traduction aussi. Parce que Mehdi nous racontait que la plupart des études étaient faites aussi en anglais. Ouais. Et que la lactate, là, dont il est question, Ouais. lorsqu'on fait pour les exercices en anaérobie lactique, en fait, en anglais, c'est acide, je sais pas quoi. Oui, c'est lactic acid. Ouais, en fait, il y a effectivement ce biais-là, mais l'acide lactique et le lactate, ce sont deux choses différentes. C'est vrai qu'on les a confondus, mais le lactate peut être relié à la production d'acide lactique aussi. La chose étant, de toute façon, la vraie chose qu'il faut en retenir, si je pense qu'on ne va pas aller l'un contre l'autre avec Mehdi à ce sujet-là, c'est que de toute façon, c'est évacué suffisamment vite et c'est réutilisé suffisamment vite pour que ça ne provoque pas de dommages aux muscles et donc que ce ne soit pas ça qui cause les courbatures, par exemple. Voilà. Et juste, pourquoi est-ce que j'ai utilisé la petite image de lui là ? C'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le premier Karate Kid. Bon. Ouais, heureusement. Normalement, c'est pas lui le vrai Karate Kid. Non, c'est pas lui. C'est surtout que si tu regardes Karate Kid de l'autre côté, en fait, que tu vois le truc, tu regardes en fait son point de vue à lui, en fait c'est le Karate Kid le méchant. C'est-à-dire que il se fait éclater la gueule en finale avec un coup interdit parce qu'ils n'ont pas le droit de porter des coups au visage. Le mec arrive, il lui pique sa copine. Enfin bon, bref, c'est tout. C'est une horreur dans la vie de ce gars-là. Et en fait, on peut arriver aux mauvaises conclusions parce qu'on nous a présenté l'image, parce qu'on nous a présenté l'histoire d'une façon biaisée. Donc c'est pour ça c'est intéressant d'avoir des petits trucs comme ça pour s'en souvenir. Alors ensuite, il y a... Oh putain, c'est insupportable, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Excusez-moi de la vulgarité. Ensuite... attention, c'est filmé. Hein, ouais, c'est vrai, mais je peux couper. Je peux couper. Donc du coup, les bodybuilders ont proportionnellement beaucoup plus de grosses fibres rapides par rapport à la moyenne de la population. Donc j'ai mis l'exemple d'un bodybuilder célèbre. Oui, c'est un bodybuilder célèbre. Je ne citerai pas son nom, mais... mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de la boutade, je trouvais ça juste trop fort. Les fibres, en fait, elles sont toutes travaillées. C'est-à-dire que, en gros, on pensait que les sprinteurs que les bodybuilders étaient comme les sprinteurs.
D'accord? J'en ai un petit peu parlé avant hein, aussi. On pensait que les bodybuilders étaient comme les sprinters et qu'ils avaient, plein de fibres rapides, ce qui faisait qu'ils étaient plus gros que la moyenne. Ce qui n'est pas forcément vrai en fait, parce que quand on regarde, bah, les bodybuilders, ils ont à peu près la même répartition de fibres que la population sédentaire. Ce qui veut dire qu'ils ne se différencient pas là-dessus. Peut-être qu'ils ont plus de fibres. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, la répartition, elle change pas beaucoup. Et ça s'explique aussi quand on y pense, en fait, finalement, au bodybuilding, on n'a pas besoin de faire des choses très très rapides. On a juste besoin de pousser des charges lourdes, relativement lourdes, pendant entre 8 et 12 répétitions de façon globale, on va dire. Donc on travaille finalement, et en étant assez proche de l'échec, donc on travaille finalement plus dans une sorte d'intermédiaire entre la force et l'endurance. Et bah, pour ça, il n'y a pas besoin de fibres très très rapides. Et c'est en fait une conclusion qu'on a faite juste parce qu'on sait que les fibres rapides, ce sont des fibres qui ont tendance à être plus grosses. Mais en réalité, les fibres lentes, elles peuvent aussi grossir. C'est pas parce qu'elles sont moins grosses au début qu'elles n'ont pas un potentiel pour grossir. Et c'est pareil pour, du coup, les fibres rapides. Elles ont un potentiel pour grossir, mais elles sont juste plus grosses au départ. Voilà. Donc c'est quelque chose comment dire, c'est encore une fois quelque chose qu'on a conclu parce qu'en fait on pensait savoir. C'est encore une fois un quiproquo. Et je vais bouger un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez bien lire. Entre 5 et 8 reps, on pense que c'est l'hypertrophie. Alors ça, comment dire, je pense que Mehdi va vous le dire. Hypertrophie myofibrillaire, hypertrophie sarcoplasmique. On n'a pas de preuve à l'heure actuelle qu'on puisse cibler l'un ou l'autre. D'accord, ça voilà. C'est peut-être un point de désaccord qu'on aura avec Mehdi, mais comment dire, j'ai pas mal bûché la question, on n'a aucune preuve de ça. Donc, on pense qu'entre 5 et 8 reps, c'est de l'hypertrophie myofibrillaire et entre 8 et 15, c'est la sarcoplasmique. C'est faux, parce qu'en fait, quand on arrive à quand on arrive proche de l'échec musculaire, en fait, les deux types d'hypertrophie se font. Et ça marche main dans la main. Ça, c'est un truc assez intéressant à savoir aussi au niveau de l'hypertrophie. C'est qu'en gros, il y en a certains qui pensent que... alors, évidemment, c'est pas la même chose, ça se vérifie pas chez les personnes âgées, par exemple, ou les gens qui ont des membres immobilisés, c'est encore autre chose. Mais là, je parle vraiment pour le cas global et général, en gros. C'est qu'en gros, on pense qu'il y a d'abord de l'hypertrophie sarcoplasmique, d'accord, pour l'immense majorité de la population. Et puis en fait, une fois qu'on a assez alimenté qu'on a assez fait grossir ce sarcoplasme-là, et donc qu'il est capable d'avoir assez de moyens d'alimenter la myofibrille, et du coup, c'est là où les myofibrilles vont grossir. Et donc, il y en a qui pensent que finalement, le sarcoplasmique arrive avant le myofibrillaire se développe, puis quand on n'a plus assez de sarcoplasme pour faire grossir le myofibrillaire, c'est la sarcoplasmique qui augmente, puis le myofibrillaire, et en fait ça serait une espèce de tandem comme ça, plutôt que véritablement qu'on puisse cibler ça avec des champs de répétition. Ouais, du coup on peut pas faire du volume ou de la masse. Exactement. On peut pas cibler, on peut pas dire je m'entraîne en volume ce mois-ci et exact. je fais de la masse. Exact. C'est pas le temps sous tension qui détermine ça, quoi. C'est ça, en fait. C'est pas le temps sous tension qui détermine ça, et on n'a pas vraiment de moyen d'influer dessus. Ça, c'est important de bien le savoir. Après, en revanche, ça reste quand même plus intéressant pour les athlètes de faire plutôt des séries, enfin, ceux qui veulent augmenter leur force, de faire plutôt des séries courtes, et ceux qui veulent augmenter leur endurance, plutôt des séries longues. C'est pas... comment dire... il faut pas non plus se dire je travaille toujours de la même façon. C'est juste qu'il faut bien se dire que faire volume et masse... c'est pas très la distinction est pas hyper pertinente. Voilà. OK? Des questions? Ah oui, je vous ai mis aussi ce petit schéma de Greg Nuckols, pardon. Ce petit schéma qui explique très bien en fait comment est-ce que ça se passe dans la réalité au niveau des adaptations de l'hypertrophie et de la force. C'est intéressant. C'est en gros, là tu as l'endurance pure, là on a
ah merde, le volume et l'endurance. Là, on a le volume, là, on a la force et le volume, et là, on a la pure force. Et en gros, voici ce que la plupart des gens pensent, et voici vraiment comment les choses sont. C'est très, 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 très diffus. C'est beaucoup plus diffus que ce qu'on peut penser. Même si, évidemment, si tu veux faire de l'endurance, bon, bah, faire 1 à 5 reps, c'est un peu pourri. Et si tu veux faire vraiment de la force, bah, faire 15 reps et plus, c'est un peu pourri. Voilà. Je vous... Ouais. C'est... Donc, Ouais. à la salle, tes clients, tu vas chercher la simplicité et tu leur donnes un nombre de reps ou tu rentres plus dans le détail? Alors moi, à la salle, je leur donne un nombre de reps, mais je leur donne un nombre de... comment dire, un champ de répétition dans lequel travailler. C'est-à-dire que je leur dis, bon, bah voilà, vous essayez d'aller à 2 reps de l'échec musculaire. Donc, je leur essaye d'abord leur faire comprendre ce que c'est l'échec musculaire, je leur explique, etc. Vous allez à 2 reps de l'échec musculaire et vous restez entre 8 et 12 répétitions. Et, si vous vous augmentez d'une répétition chaque semaine jusqu'à arriver à 12 pour vos 3 à 4 séries. Et dès que vous êtes là, ben, vous augmentez un petit peu les poids, d'accord ? Et vous redescendez, etc. Et j'essaye un petit peu de leur expliquer tout ça. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'ils l'ont compris, en règle générale, ils arrivent à bien le faire. Voilà. Non, mais c'est intéressant d'avoir des questions pratiques aussi. C'est vrai que moi, je suis très... là, le cours est très axé théorie, mais la pratique est très importante. Il faut savoir toujours le remettre dans le contexte. Alors, est-ce que il y a une autre slide là-dessus? Oui. Je trouve ça intéressant justement d'avoir des cours théoriques, comme tu dis, parce qu'on en a peu en BP. Ouais. C'est intéressant. Bah, tant mieux. Moi, c'est un peu ce que comme j'ai fait la formation l'année dernière et que je trouve aussi que ça manquait, c'est un peu ce que j'ai voulu vous apporter à ma maigre échelle. Voilà. Bon, bah, je suis content que ça vous plaise. On va passer à la slide suivante, du coup. Enfin, que ça vous plaise, que ça plaise à Jules, déjà. Tac. Alors, ça, c'est très important aussi. C'est pas parce que A cause B que B cause A. Donc, il ne faut pas renverser les causes et les conséquences. Bon, là, je vous fais que vous lire la diapo, hein, mais je pense que ça tombe sous le sens quand on le dit comme ça. Et pourtant, on n'y fait pas attention, mais on le fait tout le temps. C'est affreux. Par exemple, l'hypertrophie, elle est causée par les dommages musculaires. Donc, c'est ce qui fait que le muscle se reconstruit encore plus fort après. Alors ça, c'est un peu un hybride avec de l'élucubration théorique, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais Trop bien, ça veut dire que si tu t'étires, tu prends du muscle. voilà, c'est ça, exactement. C'est en tout cas ce que les gens ont tendance à penser. Mais même, tu peux prendre du muscle en t'étirant. Mais je vais y revenir un petit peu par la suite. Mais en fait, ce ne sont pas les dommages musculaires qui causent de l'hypertrophie. C'est pas le fait de te détruire les muscles qui cause de l'hypertrophie malgré tout ce que les gens disent dans les salles habituellement. C'est l'augmentation, encore une fois, comme je l'ai expliqué avant, de la tension des fibres musculaires. Donc plus on va avoir de tension sur les fibres, plus le corps va se dire « Ah, là, il y a eu de la tension. Bon, ce sont des petites protéines qui s'appellent des intégrines, en fait, qui ressentent la tension et qui vont activer un complexe de protéines qui s'appelle mTOR, qui va, en fait, créer de l'anabolisme. » D'accord ? Je fais la version compliquée là, mais en vrai, retenez juste que la tension génère du muscle. C'est déjà très, très bien et c'est déjà mieux que 95% des coachs que je connais. Et donc, la tension génère ce muscle. Mais la tension génère aussi des dommages musculaires. Donc, c'est pas parce que... En gros, c'est un peu comme si tu allais à la plage. Tu vois, tu vas à la plage et puis tu te dis, bon, bah je vais, je vais bronzer. D'accord ? Je vais bronzer à la plage tous les jours. Hein, très bien. Et tu remarques que les jours où il fait plus chaud, tu as plus de coups de soleil. Bon, tu pourrais en conclure que, c'était un peu teubé, enfin, pardon de le dire comme ça, mais tu pourrais en conclure que c'est parce qu'il fait plus chaud que tu chopes plus de coups de soleil. Ou alors, tu pourrais te dire, ah, c'est peut-être parce qu'il y a plus de soleil, et du coup, il fait à la fois plus chaud, et je chope à la fois plus de coups de soleil. C'est ça l'idée, en fait, au niveau des dommages musculaires. C'est que la tension cause à la fois l'hypertrophie et aussi les dommages. Évidemment, il faut je le dis avant que vous commenciez à penser des choses fausses aussi, on a remarqué qu'il faut un petit peu de dommages musculaires pour que ça arrive. Pour que l'hypertrophie arrive. Mais c'est juste un déclencheur. C'est-à-dire que
il faut un petit peu de dommage pour que ton corps se dise « Ah, il faut que je le répare ». Mais c'est pas parce que tu vas avoir plus de dommages que ton corps va plus créer du muscle. D'accord? C'est la tension qui détermine ça et la tension génère ce petit peu de dommages musculaires. Pour donner un exemple, parce que c'est pas forcément très parlant, l'occlusion, c'est en fait un moyen de s'entraîner avec des charges plus légères. Ça génère très peu de dommages musculaires, voire quasi aucun dommage musculaire. Et pourtant, les résultats sont similaires à s'entraîner avec des charges beaucoup plus lourdes. Quand je dis similaire, c'est voire même quelquefois supérieur. Donc, c'est vraiment un truc un peu magique, l'occlusion. Il faut juste faire gaffe si jamais on a des problèmes cardiovasculaires parce que c'est pas génial. J'ai fait une petite vidéo une petite story vidéo machin et tout sur mon Insta si jamais ça vous intéresse. Je développerai pas ça maintenant, mais c'est vraiment quelque chose à regarder de près, surtout dans la situation actuelle où on peut pas s'entraîner avec de lourdes charges. Voilà. Ok? Du coup, sur l'hypertrophie? Question sur l'hypertrophie? Oh putain, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est vraiment, c'est... Du coup, ça va sur l'hypertrophie? Ça se passe bien? Ouais. Ok. Nickel, merci. Donc, la musculation arrête la croissance aussi. Ça, c'est un truc que tout le monde a cru. Pendant de nombreuses années, faire du muscle, ça arrête la croissance. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que en fait, la cause là-dedans, c'est qu'on pensait que mettre du poids sur tes os, ça allait réduire le cartilage de croissance et ça allait faire que tu n'allais pas grandir. Il faut bien savoir que la musculation, ça met certes du poids sur tes cartilages de croissance, mais ça en met moins que le foot, le basket, tous les sports d'impact en fait. Quand on atterrit après un saut sur un sport d'impact, on a 4 à 6 fois le poids du corps qui atterrit sur nos mollets, d'accord, voire plus. C'est énorme. Et pourtant, les basketteurs, ils sont plutôt grands, quoi. Donc, ça, voilà. Et à l'inverse, les gymnastes sont tout petits. Mais pourquoi les basketteurs sont plutôt grands et les gymnastes tout petits? Est-ce que vous pensez que c'est parce que les gymnastes font beaucoup d'entraînement de musculation ou parce que peut-être que les gymnastes qui réussissent, ce sont les plus légers et donc du coup les plus petits? Et donc, forcément, ceux qu'on voit sur les podiums, ils vont avoir tendance à être plus petits. Et ceux qu'on voit aux Jeux Olympiques. Et les basketteurs les plus grands, c'est ceux qui vont avoir tendance à être aussi en NBA. Parce qu'en fait, quand on est plus proche du panier, c'est plus facile de marquer. Oui. Et donc, du coup... La sélection se fait d'elle-même, c'est le sport qui choisit Exactement. les athlètes. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le basket, ça fait grandir et que... J'avais jamais entendu ça, perso. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a qui disent « Mets ton enfant au basket, ça va le faire grandir ». Et je vais même aller encore plus loin, la musculation, il a été prouvé que ça stimulait la croissance, en fait. Donc, mettez vos enfants à la musculation. Et voire même, pour expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est vrai qu'on a quand même certains gymnastes qui commencent jeunes et qui ne grandissent pas beaucoup, c'est parce qu'en fait, il faut être super sec pour faire de la gymnastique, parce que chaque... on va dire 100 grammes de gras qui se rajoute chaque gramme de gras en fait, c'est 1 gramme en plus à porter sur des agrès. De quoi? Oui, lors des sauts, des saltos et même aussi lors de par exemple des anneaux de gymnastique, etc. Et donc du coup, en fait, comme ils doivent être secs, on les prive exactement de nourriture. Et ce qu'on sait, en revanche, ça on le sait très très bien, si tu manges pas beaucoup pendant ta croissance, tu grandiras pas beaucoup. C'est pour ça que les gens du Moyen-Âge étaient plus petits que nous en moyenne. Ils avaient beaucoup moins de nutriments. Voilà. C'est en tout cas l'hypothèse qu'on a qui fonctionne le mieux parce qu'on remarque quand même assez systématiquement chez les gens au Moyen-Âge qui étaient les géants, on va dire, c'était toujours des nobles. Étonnant. Et après, il y a le facteur génétique quand même qui rentre en jeu. Et oui, c'est vrai. Le facteur génétique. C'est pas parce que, je veux dire, si t'as 2 parents qui font 1m50, tu vas pas faire 1m90, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a longtemps pensé que notre génétique avait évolué pendant les dernières 200 dernières années, en fait, genre où on s'est mis à pousser et à tous faire 20 cm de plus.
Et en fait, il s'est avéré que quand on a décodé un petit peu le génome humain, on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme préhistorique avait tout à fait le potentiel d'arriver à 1,80 m. C'est juste qu'il était mal nourri, quoi. Mais c'est vrai, hein, je suis d'accord avec toi. En revanche, si tu as 2 parents qui font 1,50 m, tu as quand même moins de chances de faire 1,80 m. Mais tu me diras, en revanche, ce truc de privation. Non, mais ce truc de privation aussi, ça peut jouer des tours parce que on remarque par exemple dans les Vietnamiens qui sont immigrés en France, la génération des parents est souvent beaucoup plus petite que celle des enfants parce que ils ont vécu un petit peu la misère quand ils étaient gamins et puis les Vietnamiens qui sont venus en France, ils ont pu offrir plus de nourriture à leurs enfants et on a d'un seul coup une génération qui a poussé beaucoup plus grande que ses parents. Donc faut toujours regarder plein de facteurs différents. Parce que le facteur limitant, c'était la nutrition Exactement. au Vietnam. Exactement, mais c'est vrai qu'on a la population vietnamienne, même immigrée, voilà, machin, etc. Elle n'est pas plus grande que la population hollandaise. Voilà, donc on retrouve quand même les limites de l'alimentation. Alors, c'est insupportable. Je ne sais pas, en fait, je crois que c'est parce que je touche à ma molette de souris. Et à chaque fois que je remets ma main dessus, donc je vais peut-être faire très attention à ça. Donc, et enfin, gare aux vendeurs. Ça, c'est le plus important. Vraiment, faites vraiment attention à ça. La plupart des billets... De quoi ? Mais le marketing, c'est le piège en fait. Ah, mais c'est le plus grand piège que vous pourrez avoir parce que tous ceux d'avant, ils étaient relativement bien intentionnés. Et on remarque que les erreurs, elles sont faciles à déceler. En fait, quand on a un œil un petit peu averti, on sait. Et il y a souvent, comment dire, même si c'est faux, on comprend qu'il y a un petit peu de vrai derrière. Le sucre fait grossir, par exemple, c'est un truc de vendeur. Mais vraiment un truc de vendeur. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est simple. Hein. C'est que le sucre, c'est essentiel pour toutes nos activités, et en particulier pour le cerveau. C'est quelque chose qui, comment dire, c'est une substance dont on a tellement besoin qu'on a appris à la synthétiser nous-mêmes. La plupart des gens vont dire oui, mais regardez, on peut en fabriquer nous-mêmes, donc on n'en a pas besoin. En fait, c'est l'inverse. C'est que c'est tellement essentiel, tellement vital, qu'on a appris à le faire nous-mêmes. C'est un peu comme le pain en ce moment avec le Covid, quoi. Les gens commencent à apprendre à le faire parce qu'ils ont peur d'en manquer. Bref, je plaisante. Hein. Mais du coup, c'est un carburant vraiment très important et c'est aussi quelque chose qui hormonalement est important. Notamment quand on est sportif, si vous consommez pas de sucre alors que vous êtes sportif, c'est pas bon pour vous. On n'a jamais eu une seule étude qui montrait que ne pas avoir de sucre, c'était meilleur que le sucre pour la performance. La seule étude que je connaisse à ce sujet-là, c'est on a pris des gens, on les a fait maigrir avec une diète cétogène, et en fait après derrière, comme ils avaient maigri, on leur a refait passer le même test. Ils n'ont pas eu d'amélioration de leur performance, mais ils n'ont pas eu non plus de dégradation significative. Donc, on s'est dit, super, ils ont un poids du corps qui est moins important, mais ils ont exactement la même performance. Ça veut dire qu'ils ont progressé. Alors, je suis d'accord sur des choses comme le développé couché. Hein. Mais là, on était sur du vélo, des tests de Wingate. Bon... C'est du vélo elliptique, hein, bien sûr, donc il n'y a pas le poids du corps qui est pris en compte. Hein. Donc bon, si la seule étude, la preuve la plus forte qu'on fait des meilleures perfs, c'est en faisant faire cette diète-là et en ayant toutes ces conditions-là, c'est que le sucre, c'est important. Et deuxième chose, n'importe quoi fait grossir, en fait. N'importe quoi fait grossir, n'importe quel nutriment fait grossir, à partir du moment où on en consomme trop. Oui. Mais j'ai quand même eu des gens dans mes commentaires YouTube qui m'ont dit à des moments, mais tu peux te manger un kilo de saindoux et boire 1 litre d'huile, ça va pas te faire prendre de poids. Il n'y a que le sucre qui fait prendre du poids. Et j'étais en mode, non, non, mec, mais... Non, mais... Et le mec se disait cardiologue, hein. Mais parce que personne n'est à l'abri, en fait, de croire à des mensonges quand ils sont bien enrobés et qu'ils vont vers ce qu'on pense déjà de base.
Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Je ne sais plus si j'en parle après, mais peut-être que je vais en parler dans une... Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler le cours, mais c'est vraiment très important de bien garder en compte que... de bien prendre en compte que si quelque chose nous fait... ça nous fait plaisir de croire quelque chose, on va avoir plus tendance à le croire. Donc, il faut se réfréner. Et enfin, je tiens à dire, oui, j'allais presque oublier, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le sucre fait plus grossir? Parce qu'il provoque de la rétention d'eau. Pour chaque gramme de glycogène, on a 3 grammes d'eau pour les retenir dans nos muscles. Donc, c'est pour ça que la balance n'est pas forcément une amie pour savoir si le sucre fait prendre ou pas de la graisse, parce qu'en vrai, si tu te regardes dans le miroir, quand tu consommes un petit peu plus de sucre que d'habitude et que tu as l'habitude, on va dire, d'être en... Enfin, je sais pas si tu es en sèche ou quoi que ce soit, tu le vois tout de suite, le rebond glucidique, ça te fait tes muscles plus pleins, tu as un poids plus important sur la balance, mais tu as quand même l'air plus sec. Donc, faut être très vigilant par rapport à ça et en retenir qu'une seule chose, le sucre, ça ne fait pas grossir. En revanche, et je veux bien que vous le gardiez à l'esprit, les produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre, c'est pas non plus le top pour la santé. Hein. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Prends soin de toi et à la prochaine. Si tu entends pas bien les questions à certains moments, c'est normal, j'ai record l'essentiel dans mon micro histoire que tu aies un meilleur son.